pages sévices et clés USB, le patron du PSG au cœur d'un scandale. C'est la longue enquête publiée par Libération ce matin. Si vous n'avez pas vu cette une chez votre marchand de journaux, la voilà. 3 pages d'enquête qui racontent les méthodes qui auraient été mises en place pour protéger les secrets de Nasser El Khelaifi selon Libération. On va essayer d'expliquer tout ça de la façon la plus simple possible, ce qui n'est pas très facile. Non. D'abord, les protagonistes de cette affaire, Olivia. Alors, d'un côté, donc le président du PSG, et qui, vous le savez, est un proche de l'émir du Qatar. De l'autre, un certain Tayeb, entrepreneur, lobbyiste franco-algérien avec un vaste réseau, on va dire, qui a ses entrées chez les Républicains, notamment au PSG aussi, et au Qatar surtout. En janvier 2020, ce Tayeb est arrêté à Doha, officiellement sur ordre de l'émir, officieusement. Il détiendrait des infos compromettantes pour le patron du PSG. C'est quoi exactement ces documents ? Alors ces documents, ce sont des nouvelles preuves de la supposée corruption pour l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, il y a 12 ans de ça maintenant. On a aussi des faits de travail dissimulés dans l'entourage de Nasser et des infos sur sa vie privée dans la capitale, donc à Paris. Une fois arrêté, Tayeb va rester enfermé 9 mois. Il ne sera libéré qu'après un accord couché sur papier, un accord que Libé a pu consulter. Tayeb a donc dû remettre aux autorités qatariennes les clés USB et le disque dur où se trouvaient ses pièces sensibles. Tayeb a eu l'obligation de se taire, sinon il devra payer 5 millions d'euros. Il doit également reconnaître s'être approprié de façon illicite ces informations. Un grand avocat parisien qui défend Tayeb aurait remis tout ça en main propre aux avocats français de Nasser. Et Libération raconte également les conditions de détention de cet homme franco-algérien. Oui, Tayeb, toujours le même Tayeb, a raconté au journal avoir subi une pression psychologique pendant de longs mois, donc de janvier à novembre. Enfermé dans une pièce sans fenêtre de 2 mètres carrés, la lumière allumée en permanence pour l'empêcher de dormir. On lui aurait aussi demandé de rester debout pendant des heures jusqu'à ce qu'il réponde correctement. C'est sa femme qui a été missionnée pour aller chercher les clés et le disque dur en question en Algérie. C'est elle qui, par le biais de leur avocat, remettra donc les documents aux avocats de Nasser. En témoigne ce SMS de l'avocat du couple. Ils veulent la clé ce soir, peux-tu la déposer? Je suis coincé à l'audience, impossible de téléphoner. Alors 1 an et demi après les faits, le Tayeb en question a changé d'avocat. Selon le JDD, cette fois, il a entamé une procédure pour l'annulation de l'accord dont je viens de vous parler. La procédure est toujours en cours. Et l'entourage du président du Paris Saint-Germain avance une explication. Oui, alors évidemment, il y a 2 visions de l'affaire. D'un côté, donc du côté de Tayeb, on veut prouver que Nasser a voulu étouffer cette histoire, ce scandale par tous les moyens. Pourquoi ? Parce que la Coupe du Monde, c'est dans 1 mois et demi. Et du côté du président du PSG, dans son entourage, on suggère un chantage à l'information pour obtenir tout simplement de l'argent. C'est une affaire qui pourrait peut-être en rejoindre une autre. Je ne sais pas si vous avez lu Le Parisien hier, mais le journal révélait la garde à vue de 3 hommes. C'était dans l'édition donc du 28 septembre. Suspectés, ces hommes, de rendre des services illégaux au PSG, d'obtenir des infos privées dans des affaires judiciaires, sorte de mini-agence de renseignement en quelque sorte. Eh bien, les 2 affaires pourraient peut-être se rejoindre, je vous l'ai dit, parce que parmi ces 3 hommes arrêtés, il y a 2 policiers et il y a un lobbyiste. Ce lobbyiste qui c'est personne d'autre que le fameux Tayeb dont je viens de vous parler pendant 3 minutes. Une source proche du dossier avance que ce Tayeb aurait pu lui-même réclamer de l'argent en échange de ces informations ultra sensibles, sorte de chantage. Ce sera donc à la justice française d'en décider. En tout cas, les avocats du président du PSG viennent de s'exprimer et ils le disent, leur client n'a absolument rien à voir dans toute cette histoire. Francis Piner, pour ne pas le nommer. Merci beaucoup Olivia de se fondre l'œil là sur cette affaire extrêmement. C'était clair surtout. Merci, ce que j'ai bossé. C'était très clair. Merci Olivia, vous avez droit à un petit peu de repos. L'affaire de Nasser El Khelaifi, qu'est-ce qui vous interpelle? Alors, est-ce que c'est l'entourage, voilà, de ce fameux Tayeb, ou l'État dans l'État? Nasser, victime d'un chantage par un proche de la direction qui n'apparaît évidemment pas dans l'organigramme officiel du club. Ça, c'est pour le côté entourage. Ou le club du Paris Saint-Germain, je cite Olivia, avec cette mini-agence de renseignement, avec des espions récupérant des infos sur des gens en conflit avec le Paris Saint-Germain. Ça, c'est pour, on va dire, l'État dans l'État. Qu'est-ce qui vous interpelle? Eh bien, l'entourage, m'a dit Grégory Schneider. Vous avez 1 minute pour nous convaincre. On vous met 1 minute, on baisse un peu l'intensité lumineuse, voilà, ça fait un petit peu conflit là, voilà, et complot plutôt. Et on vous laisse parler. L'entourage pour vous, c'est ce qui vous interpelle? Quand vous travaillez sur le Paris Saint-Germain, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est justement l'entourage de Nasser El Khelaifi. Alors c'est quelque chose de très informel, c'est des gens qui arrivent un peu de partout, qui n'ont pas toujours, c'est pas toujours leurs relations avec le club sont pas toujours contractualisées. Il y a des anciens policiers, comme j'ai vu dans l'équipe ce matin à travers le papier d'Arnaud Herman. Il y en a qui font de l'import-export, il y en a qui sont plutôt des lobbyistes, il y en a qui n'ont jamais eu 2000 € sur leur compte et qu'on rencontre dans un bar à chicha et qui se retrouvent à bosser.
procès. Je veux dire, c'est assez hétéroclite. Alors, je ne veux pas dire que c'est mal. Il y a des gens qui sont très bien. Bon, quand vous travaillez sur le club, ils sont parfois enclins à vous raconter des trucs, donc c'est assez pratique. Il y en a qui sont très structurés, très honnêtes, mais il y a un peu de tout. Et cet inframonde expose Nasser El Khelaifi. C'est-à-dire que parmi eux, il y en a qui peuvent être mal intentionnés, il y en a qui peuvent se sentir pousser des ailes. Je veux dire, il y avait quelqu'un qui dormait dans son appartement comme garde du corps ou quelque chose. Le gars sait des trucs. Et si à un moment donné, il est mal intentionné, ça peut mal tourner. Donc ils prennent des risques et ils s'exposent avec ce genre de manière de procéder. Elle a son charme, mais elle a ses limites, surtout pour un club aussi exposé médiatiquement. Merci Grégory. Vous êtes-il convaincu, Grégory, compte Twitter, vous l'avez écouté, vous êtes-il convaincu? Respirez, soufflez, Grégory. Enfin, peut-être, respirez tranquillement, mais je vais évidemment passer interroger vos copains chroniqueurs. Est-ce que pour vous, c'est l'entourage ou c'est plutôt l'État dans l'État? Habillage à l'américaine et allons-y. Convaincu ou pas par Pour moi, c'est l'État dans l'État. C'est l'État dans l'État. Il a raison sur beaucoup de points, mais c'est l'État dans l'État. Ok, d'accord. Benjamin? Moi, j'étais parti sur l'État dans l'État et Grégory m'a vraiment convaincu. Ah, d'accord. L'État dans l'État ou l'entourage? Convaincu ou pas? Non, pour moi, c'est l'État dans l'État et en plus, je suis pas complètement d'accord avec l'analyse de Grégory. Didier? Non, plutôt convaincu. Même si l'État dans l'État, tu peux pas le mettre de côté. C'est plutôt, hein. Oui, c'est plutôt. On est dans des zones grises, mais surtout que c'est l'un qui cause l'autre en quelque sorte. Oui. Parce que il y a cet État dans l'État et qu'on veut obtenir via des barbouzes, des informations sur des gens. C'est parce qu'il a et que donc là il participe à mettre ça en place, Nasser, puisqu'il était au courant quand même de le Parisien, de ces informations, l'histoire de la gifle de Neymar, etc. C'est parce qu'on fait travailler ces gens-là et qu'on a cet entourage-là que ça peut se retourner contre lui au bout d'un moment aussi. Donc voilà, c'est pas l'arroseur arrosé, mais c'est quand même assez incroyable de se dire qu'ils ont récupéré des informations pour faire pression sur des gens et c'est ça via la police, via d'anciens policiers ou des policiers en disponibilité au service du PSG. Donc après, ces personnes-là dont tu parlais, les lobbyistes, les barbouzes, les ex du renseignement et tout ça, puissent avoir des méthodes qui sont parfois à la limite et qui puissent justement se retourner contre toi, bah oui, ça fait un peu partie du deal au départ. Quand tu mets un doigt dedans, tu peux reprendre le boomerang, quoi. Étienne Moati, je vous passe la main. Vous avez vu, vous avez lu cette enquête dans Libération en disant, mais en fait, il y a une sorte de cohérence vu que le Paris Saint-Germain est possédé par un État. Donc finalement, dans son mode de fonctionnement, il y a une logique quelque part. C'est ça sur lequel vous voulez insister, Étienne? Oui, il y a une logique, il y a surtout une critique, qui est une critique récurrente du monde du football depuis que le QSI a repris le Paris Saint-Germain, c'est que c'est un État qui est à la tête d'un club. Alors ça pose des problèmes d'un point de vue sportif et financier. On l'a vu avec le fair play financier, puisque les autres clubs européens disent que c'est pas normal qu'au Paris Saint-Germain ce soit un État qui soit l'actionnaire, que forcément il y a une concurrence qui est totalement disproportionnée et complètement distordue. Mais ça rejoint cet élément-là, c'est-à-dire qu'on voit qu'au Paris Saint-Germain, on a des pratiques qui sont pratiquement des pratiques d'État, c'est-à-dire avoir des sortes de services secrets qui travaillent pour vous, des officines comme peuvent en avoir donc, tous les pays du monde. C'est quand même une curiosité. Je n'ai pas le sentiment que l'ensemble des clubs aient cela en magasin. Après, j'étais pas complètement d'accord sur l'analyse qui était faite sur la démonstration de Grégory, qui était intéressante à plusieurs points de vue. Maintenant, sur la personnalité de Nasser, c'est quelqu'un d'extrêmement secret. Donc de considérer, d'imaginer qu'à partir du moment où vous êtes un petit peu autour de lui, vous êtes au courant de plein de choses que vous pouvez ensuite divulguer, je trouve que c'est un raccourci un peu rapide. En tout cas, c'est pas la vision que j'ai moi de Nasser et de son fonctionnement. Il parle quand même avec pas mal de monde et des personnalités pour le moins différentes, de milieux différents. Et justement, ce que dit plutôt bien Grégory, c'est qu'effectivement, c'est le retour de bâton possible. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être attrapées à tort ou à raison à un moment donné. Et il peut échanger avec certaines personnes issues d'un certain milieu, sur lesquelles il est sur un terrain glissant et il le sait d'avance en fait. Avant même de les contacter et de le solliciter, parfois il se retrouve avec des mecs qui lui disent tiens, parle avec un tel ou un tel, ça pourrait être bien. Et à un moment donné, tu vas te choper un type sur les 20 que tu auras sollicité et ce type-là, ce ne sera pas le bon. Mais il le sait à l'avance en fait. Parce que ça lui rattrapera, ça lui redonnera à un moment donné des éléments qui vont l'intéresser, qui vont lui permettre d'avoir des informations. Je prends un exemple clé dans les tribunes du Parc des Princes. Les banderoles sont systématiquement checkées par Nasser El Khelaifi, par le biais d'une personne qu'il contacte systématiquement, pour savoir est-ce qu'il y aura quelque chose qui va sortir en tribune. Ça, il le sait.
un référent supporter qui n'est plus le même depuis quelques temps. On n'est pas sur le même type d'élément. C'est un exemple. Là, on n'est pas sur le même type d'élément. C'est dans un fonctionnement, quasiment organisationnel du club. C'est un exemple qui confirme le fait qu'il s'entoure de différentes personnes dans différents systèmes, qui conforte l'idée effectivement que tu soutiens de l'État dans l'État, parce que c'est des éléments qui sont effectivement mineurs par rapport à l'affaire qu'on est en train d'évoquer, mais qui nous conforte dans l'idée que Nasser Al-Khelaifi s'entoure de personnes issues de milieux pour le moins différents, avec des CV aussi différents et certains qui sont à la limite de l'acceptable. Mais qui peuvent effectivement se retourner contre lui, c'est clair. Avoir une mini-agence de renseignement, ça sert à quoi? Et je me mets à la place des téléspectateurs, ça sert à quoi? Moi, j'ai un exemple concret. Et vous en avez certainement rappelé, puisqu'on a la finale de la Coupe de France 2019. Là, il y a Neymar qui va prendre une gifle par un supporter. Voilà, on avait fait des débats là-dessus, un peu d'ailleurs inadmissible. Eh bien, le fameux service, on va dire, de contre-espionnage officieux du Paris Saint-Germain, retrouve la personne, diffuse son nom sur les réseaux sociaux, il sera lynché médiatiquement. Voilà. Oui, parce que ça s'appelle Nelson. Voilà à quoi sert ce service. Autre chose, moi, l'entourage de Nasser Al-Khelaifi, j'avais, il y a quelque temps, un organigramme, on va dire, officiel. Alors, ils ont quitté le club depuis. Il y avait Sophie Jordan, on en parle souvent dans les droits télé, elle travaille à Canal+, et puis elle a été, on va dire, la maître d'œuvre pour l'établissement de sa chaîne Beansport en France. Vraiment, voilà, c'est cette dame que vous voyez. Et puis Jean-Martial Ribes, qu'on a parfois un peu éreinté, qui était le conseiller en com. Depuis, les deux sont partis. Est-ce que depuis, autour de Nasser Al-Khelaifi, c'est un peu plus flou dans son organigramme, avec des gens qui sont moins professionnels et peut-être moins recommandables? Je ne sais pas, je pense que c'est un raccourci. Ces personnes que vous citez ont été remplacées. Donc il y a des gens, et il y en a beaucoup qui travaillent pour Nasser. Mais moi, je reviens sur cette idée-là. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'en ai. C'est-à-dire avoir des informations extrêmement importantes autour de Nasser parce qu'on graviterait dans son entourage. C'est un raccourci que je trouve pas complètement juste. De ce que j'en vois moi, c'est au contraire le culte du secret. Et maintenant, il y a des journalistes qui ont le droit de très bien travailler. Et cette affaire-là, on va dire, elle déborde très largement le cadre du Paris Saint-Germain, celle qui arrive dans les colonnes de Libération aujourd'hui. En tout cas, le levier du chantage, c'était sur 3 leviers. Le mode d'attribution du Qatar, des personnes qui sont liées au Paris Saint-Germain avec des rétributions qui sont peut-être un peu occultes. Et là, c'est peut-être ce service de renseignement. Enfin, ça, l'avenir nous le dira. Et puis, la vie privée également de Nasser Al-Khelaifi. La vie privée, donc là, il y a aussi, ça va un peu avec ce qu'il dit. Il s'entoure de gens dont il a l'impression qu'ils vont le mettre à l'abri ou qui vont lui permettre de perpétrer ce secret. Mais parfois, ces gens craquent et ces gens, justement, sont des portes d'entrée. Mais c'est vrai, on a tous... il y a une espèce de paranoïa. Enfin, dès que tu t'approches de Nasser, il y a quelque chose comme ça qui existe, c'est très clair. Mais justement, pour te sécuriser, en fait, tu fais le mal en croyant... Enfin, tu fais pire que mieux, parfois. Voilà. C'est un peu ça. Ils ne sont pas contractualisés, c'est un petit peu le fait du prince, c'est un petit peu comme ça, c'est un petit peu... Et sur ce flou, et c'est vrai, je ne connais pas un club français où ça fonctionne comme ça. Je ne connais pas... J'imagine pas une seconde, le Bayern Montréal fonctionne comme ça, même si je ne suis pas spécialiste. Mais très franchement, tout ce flou organisationnel, vous allez dans n'importe quel club, même l'OM, c'est pas comme ça. Il y a quelque chose de particulier. Ce qui m'a également passionné et interpellé dans l'enquête sortie dans Libération, c'est la fameuse corbeille du Parc des Princes où fréquente ce fameux Tayeb. Voilà. Alors nous, la corbeille du Parc des Princes, c'est évidemment l'endroit le plus prestigieux du Parc des Princes. On y voit souvent à la télévision Nicolas Sarkozy, qui est à côté de Nasser Al-Khelaifi pendant que le match se déroule. Mais tout autour de cette corbeille, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de marigot avec des gens qui sont là pour faire éventuellement des affaires, qui parasitent un peu le club pour essayer d'aller chercher un peu des coups. C'est un peu mes impressions de lecteur lorsque je dis ça. J'arrive dans la corbeille avec mais ils ont quand même un accès à cette tribune. Donc, c'est aussi un peu caricatural. Il y a évidemment peut-être un petit peu de ça, mais il y a aussi ce qu'on retrouve assez classiquement dans la corbeille du Paris Saint-Germain, même avant l'époque qatari, c'est-à-dire des politiques qui ont envie de se montrer parce que le Paris Saint-Germain s'abrille, des chanteurs parce qu'ils aiment fondamentalement le foot. Non mais la corbeille, elle est grande. Il y a un peu de tout, quoi. Didier ? La corbeille, elle est grande, donc tu peux avoir les personnages sulfureux que tu supposes, plus les acteurs, chanteurs, hommes politiques. Et c'est vrai que souvent, dans cette corbeille... Mais au-delà de ça, le monsieur Tayeb, là, il était très proche de Nasser ? Non, parce qu'il peut avoir des éléments venant de l'extérieur, si tu veux. Et comme il est habitué, j'ai lu ça au palace, dans les palaces là-bas orientaux, etc. Il a accès à M. Khelaifi. Est-ce qu'il était proche ? Il n'était pas si proche que ça, mais il était
en fait, en connexion avec des gens extrêmement proches. Ouais. Ouais. Pour le moins, puisque des gens qui même à qui il arrivait de dormir dans le même appartement. Voilà. Donc cette personne-là est importante. Ben, bien sûr. Mais donc c'est un petit peu ça c'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir. C'est indirect. Parce que dans le papier, on a parlé, enfin c'est pas rien quand même, dans 2 mètres, sous à pleine lumière. Ça, c'est les conditions de torture. C'est de la torture aussi. Ça fait un peu frémir, quoi. Tu vois. Bon. L'affaire. Il n'y a pas eu de tribunal, de justice, de quoi que ce soit. Il est arrêté et il va directement à la case prison. Il ne passe pas par la case départ. Non. Ni 20 000 euros. Il ne touche pas 20 000. Non, mais ça fait quand même un peu. Froid dans le dos. Un peu froid dans le dos. L'affaire Nasser Al-Khelaifi, donc, qui est sortie aujourd'hui dans les colonnes de Libération, sort dans une séquence marquée par d'autres affaires touchant l'image du foot. Il y a l'affaire Pogba, il y a l'affaire Amraoui Diallo. Et à chaque fois, on a parlé de l'entourage. Et c'est pour ça que je vous ai un peu posé la question, peut-être de manière un peu pavlovienne, sur l'entourage. Alors là, c'est plus des joueurs. Là, on est l'entourage du président et donc finalement les entourages autour du foot. Est-ce que ça révèle ça également, l'entourage dans le milieu du foot, avec l'idée peut-être d'avoir accès pour faire chanter. Ça révèle que quand il y a énormément d'argent, il se passe... Voilà, mais surtout quand l'argent est facile. Et quand il coule un peu trouble parfois. Quand il y a de l'argent, il y a souvent... là, c'est pas de ça dont on parle, mais il peut y avoir du grand banditisme. Quand il y a beaucoup d'argent en jeu... Il y a régulièrement des affaires d'extorsion, ça va de chantage. Ça va bien au-delà du Paris Saint-Germain, ce qu'il y a dans le. Après, oui, moi, je ferai la Libération. Parce que là, c'est plus on parle donc des intérêts, donc, on va dire globaux du Qatar, les conditions d'attribution de la Coupe du Monde. Tout ce que le Qatar peut faire en termes de soft power, donc pour s'attirer les bonnes grâces de l'ensemble des pays sur la planète. Donc ça ne concerne pas directement l'activité du Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est pas comme ça que je l'ai perçu. Oui, mais ça concerne beaucoup Nasser Al-Khelaifi. Oui. Et après, est-ce que tu crois que l'attribution du Qatar, c'est pas un écran de fumée On est à 52 jours du début de la Coupe du Monde. Non, mais à 52 jours, il y a des choses qui sortent. Oui, mais lui, ça a duré 10 mois quand même. Oui. Mais est-ce que c'était d'actualité, l'attribution? Enfin bon, ça a toujours été d'actualité dès que ça a été donné, tu me diras. Je sais pas, non, mais rappelons qu'il y a une affaire judiciaire qui est en cours, qui a été ouverte par le PNF, le parquet national financier, autour de cette attribution. Donc cette enquête continue. Nasser Al-Khelaifi, on s'est intéressé à lui. C'est Leroy Kabia qui m'a fait une petite chose avec 4 précédents Nasser Al-Khelaifi face à la justice. On est en octobre 2017. La justice suisse ouvre une enquête contre Nasser pour soupçon de corruption privée dans l'attribution des droits de télé, des Coupes du Monde 2026 et 2030. Ça, c'est pour les zones Afrique du Nord et du Moyen-Orient. En mars 2019, toujours dans le cadre de cette affaire, il est placé sous le statut de témoin assisté par la justice française. En mars 2019, le président du Paris Saint-Germain a été mis en examen pour corruption active dans l'enquête judiciaire sur l'attribution des championnats du monde d'athlétisme au Qatar 2017-2019. Et puis, le 20 février 2020, Nasser Al-Khelaifi est inculpé par la justice suisse pour instigation à gestion déloyale aggravée dans une affaire de corruption avec ces fameux liens avec Jérôme Valk, ex-secrétaire général de la FIFA. Il a souvent été inquiété, mais jamais condamné. Notre responsable des institutions, là, Étienne Moatti, souvent inquiété, mais on est bien d'accord. Oui, dans l'affaire de l'attribution des 2 Coupes du Monde, il semblerait que finalement, il y ait eu un contrat qui était signé à des conditions qui n'étaient pas si avantageuses que ça. Donc finalement, l'affaire n'a pas été très pénalisante pour Nasser Al-Khelaifi.